Bonjour. Dans ce journal, vous trouverez le point de la polémique engagée par les communistes avec l'Élysée sur la politique étrangère du président de la République, M. Pompidou. Des réactions des industriels au plan de relance économique Valéry Giscard d'Estaing. Des changements décidés par M. Pleven à la tête de certaines prisons de France. De la campagne du sourire entreprise par la CGT de Georges Ségui auprès des jeunes. Il y aura bien sûr d'autres thèmes développés, mais je voudrais commencer tout de suite par le premier coup d'État militaire de l'année. Au Ghana, pour la deuxième fois en 14 ans d'existence et d'indépendance, des militaires prennent le pouvoir. Ce putsch rappelle d'ailleurs celui qui avait renversé, il y a 6 ans maintenant, Nkrumah, le Rédempteur. Des généraux l'avaient alors chassé du pouvoir, il était en route pour Pékin. Aujourd'hui, des militaires prennent la place et les fonctions de M. Bouzia, qui suit en ce moment à Londres un traitement médical. L'armée contrôle, d'après mes informations actuelles, la situation. Le chef des putschistes est un officier de carrière religieux, me dit-on, d'une quarantaine d'années, le lieutenant-colonel Achampong. Entre parenthèses, Mme Nixon se trouvait au Ghana il y a quelques jours encore. Elle avait apprécié l'accueil des dirigeants, de la population et aussi la stabilité politique du pays. Nous allons voir dans quelques instants avec Guy Claes la querelle lancée par les communistes à propos de la France et l'OTAN. Je voudrais appeler tout de suite à la Bourse de Paris Gérard Vidalanche pour voir avec lui quelles ont été les réactions des industriels et de la Bourse aux déclarations faites hier, ici, à ce micro de Télésoir, par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing. Gérard Vidalanche. Eh bien, puisqu'on a beaucoup parlé de butoir pour l'aménagement de la TVA, on ne peut pas dire qu'il y ait eu ce matin un coup de boutoir à la Bourse de Paris. Ce n'est pas non plus un coup de pouce. On peut dire que ce serait, si vous voulez, une sorte de coup d'épaule pour l'économie. Et je pense que 5 secteurs surtout vont être privilégiés. Le téléphone, la construction mécanique, l'électromécanique, le matériel ferroviaire et les travaux publics par l'accélération des crédits publics qui vont porter sur 4,5 milliards. Alors ces valeurs se tiennent assez bien sur la Bourse de Paris aujourd'hui. En ce qui concerne le taux de l'escompte, on attend sa réduction dans les minutes qui viennent. Pour les boursiers, il s'agirait d'une baisse d'1,5 point. Mais ce n'est pas encore officiel, et ceci entraînerait une réduction des prêts du crédit foncier, du coût des prêts du crédit foncier, et également des crédits hypothécaires. Enfin, en ce qui concerne l'or, il y a à nouveau un petit peu de fièvre, 7 625 contre 7 595 pour la barre, et 63 francs 30 contre 63 francs pour le Napoléon. En mai 1968, les ouvriers n'avaient pas ouvert aux jeunes les portes de ce qu'on appelle la forteresse Renault. Depuis, la CGT a repris en main les organisations d'étudiants, de lycéens, de jeunes syndicalistes qu'elle veut même rassembler en mai de cette année 1972. Elle a prouvé hier cette reprise en main en organisant chez Renault une rencontre d'étudiants, d'ouvriers, de lycéens avec M. Georges Ségui, le responsable en chef de la CGT. Bernard Olivier y assistait pour nous. Il serait absurde et finalement sectaire de vivre indéfiniment avec les ressentiments liés aux erreurs du passé. Mieux vaut, selon nous, regarder ensemble vers l'avenir et admettre que la lutte pour une vie meilleure a besoin de toutes les forces, de toutes les énergies décidées à aller de l'avant. Compte tenu des enseignements et de l'expérience de mai 68, de ses côtés exaltants et aussi de ses aspects négatifs, nous tendons une main fraternelle à tous ceux qui sont décidés à continuer le combat pour les revendications immédiates communes et pour faire triompher chez nous
les changements profonds auxquels les nouvelles générations aspirent. Les jeunes, dans leur masse, n'éprouvent qu'aversion pour ce vieux régime décadent, incapable de maîtriser au service de l'homme les prodigieuses forces que recèlent les connaissances humaines. Avec un président qui tient les escrocs pour des naïfs, la République pure et dure, entre guillemets, est devenue celle des scandales. La société actuelle, dominée et tarée par l'argent, vous, la jeunesse, au plus sombre avenir. Mais cette main fraternelle offerte par M. Segui aux étudiants autrefois tentés par le gauchisme ne va pas jusqu'à leurs dirigeants. Deux responsables de l'AJS, de tendance trotskiste, Pierre Nesterenko et Claude Chisseret, venus porter la contradiction, l'ont appris à leurs dépens. L'un après l'autre, après avoir été quelque peu malmenés par le service d'ordre, ils ont été expulsés de la salle. En une semaine, M. Georges Marchais a multiplié les attaques contre le Parti socialiste de François Mitterrand et surtout contre l'Élysée. Le secrétaire général adjoint du Parti communiste français accuse le président de la République, M. Pompidou, de vouloir réintégrer l'OTAN, de s'écarter des aspects positifs de la diplomatie gaulliste. Il paraît que ces accusations ont provoqué hier en Conseil des ministres l'hilarité du président Pompidou. Guy Claes, M. Marchais serait-il alors plus gaulliste que M. Pompidou dans ce domaine de la politique étrangère? Il ne faut rien exagérer tout de même. Mais enfin, en ce qui concerne la politique étrangère, il est certain que pendant très longtemps, les communistes ont souligné ce qu'ils appelaient les aspects positifs de la politique étrangère du général de Gaulle, en particulier vis-à-vis du Vietnam et vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, vis-à-vis de l'OTAN plus exactement. Et il est certain qu'à ce point de vue, les positions communistes étaient d'une orthodoxie gaulliste assez grande. Et donc aujourd'hui, M. Pompidou se permet de faire un rappel d'orthodoxie gaulliste à M. Marchais, se permet de faire un rappel d'orthodoxie gaulliste. Et alors, en fonction de quoi, M. Marchais lance-t-il ces attaques? Mais je crois que ça tient davantage plutôt au style, à la forme qu'au fond. En effet, prenons un exemple, si vous voulez. Sur les bombardements des Américains contre le Nord-Vietnam, M. Pompidou a déploré que les Américains aient repris les bombardements. Il est évident que dans la même situation, le général de Gaulle aurait fait une sortie tonitruante. Il aurait sûrement condamné très sévèrement ces bombardements. Ce n'était pas tout à fait le même style. Donc ce qui permet à M. Marchais de dire, voyez, il y a quelque chose de changé. Néanmoins, sur le fond, c'est quand même beaucoup moins évident, et on peut noter que dans aucun pays de l'Est, pas plus à Moscou qu'au Nord-Vietnam ou qu'en Roumanie ou en Hongrie, jusqu'à présent, on n'a pas noté de grief, de critique contre la politique de M. Pompidou. Mais d'après vous, il y a tout de même une explication politique à cette querelle? Écoutez, si l'on en croit les gaullistes eux-mêmes et la Nation de ce matin, l'explication serait d'abord électorale. On est en année préélectorale, avant les législatives de 1973. M. Marchais sait qu'un certain nombre d'électeurs de gauche votaient gaullistes en fonction de la politique étrangère, uniquement à cause de la politique étrangère, et il voudrait bien récupérer ces électeurs au moment des élections de 1973. Donc il faut leur faire perdre les raisons qu'ils avaient de voter gaulliste. Ça serait l'explication, et c'est une explication qui est tout de même assez vraisemblable, il faut bien le dire. Merci. M. Pleven a décidé de muter les responsables de 3 établissements pénitentiaires. Le ministre de la Justice avait signé il y a 3 semaines déjà le document qui change les directeurs des prisons de Clairvaux, de Melun et de Rouen. Les premières suites judiciaires du rapport Schmelk sur les incidents de Toul n'ont pas tardé. Sur ordre de M. Pleven, le premier juge au parquet de Nancy, M. Jacques Hardy, va ouvrir une information contre X pour violence volontaire avec préméditation et complicité. Il s'agit d'accusations graves qui peuvent envoyer les fautifs, s'ils sont bien sûr inculpés, en cour d'assises. L'actualité en question, l'émission d'Étienne Moujotte, est ce soir consacrée à la révolte des prisons. Vous y entendrez M. Schmelk et certains membres de la commission d'enquête de Toul qui auront à répondre à 4 journalistes. On s'est souvent demandé quelles seraient ou quelles sont les réactions éventuelles des Français aux scandales de toutes sortes qui ont été enregistrés au cours des derniers mois. Le sondage de la Sofres, réalisé pour notre confrère Sud-Ouest, donne une indication intéressante. Pour 54%, il faut être précis avec les chiffres, pour 54% des Français, il y a plus de scandales que par le passé. 41% estiment qu'il n'y en a ni plus ni moins. Bien que le gouvernement ait souvent insisté sur le fait qu'il a lui-même voulu la vérité et ouvert des enquêtes, 51% des personnes interrogées par la Sofres estiment que le pouvoir ne fait pas tout
pour obtenir toute la lumière sur les scandales. Pourtant, pour 47% des personnes interrogées par la Sofres, les scandales sont un problème secondaire, ils n'auront pas d'incidence sur les prochaines élections, alors que 42% sont d'un avis contraire. 42%, c'est tout de même un pourcentage relativement important. Je crois qu'il faut quand même le noter. C'est en tout cas un sondage intéressant. Oui. L'affaire de Bolène, dans le Vaucluse, entre dans une nouvelle phase. Il y a en effet deux éléments nouveaux. Un mandat d'arrêt est lancé contre Joseph Blachon, l'ancien clerc de notaire qui a pris la fuite, qui est jugé assez malhonnête. La société d'économie mixte immobilière a déposé une plainte pour escroquerie et abus de biens sociaux. Dominique Laury revient de Bolène. Tout a commencé ici il y a une quinzaine de jours avec la fuite d'un ancien notaire de Bolène, Joseph Blachon, qui emporte dans ses valises quelques 40 millions escroqués à une vieille dame. Personnalité très en vue à Bolène, Joseph Blachon travaillait avec son frère notaire et était devenu un expert réputé en affaires immobilières. Nous arrivons bientôt au cœur du scandale. Blachon est, entre autres, directeur de la SOCAP, société de construction Alpes-Provence. La SOCAP, c'est-à-dire Blachon, bien que n'ayant pas d'argent, achète un vaste lotissement à Bolène sur lequel se trouvent 350 pavillons. Mais pour l'achat, il faut trouver des fonds, c'est-à-dire des prêteurs. On en trouve 165 qui reçoivent comme garantie des hypothèques. Bientôt, les prêteurs ne touchent plus leurs intérêts. Pire, s'ils veulent rentrer en possession de leur capital, on leur répond que c'est impossible, du moins pour le moment. Dernier acte, Joseph Blachon disparaît, la SOCAP ferme ses portes et les petits propriétaires du lotissement apprennent avec stupeur que leur propriété, qu'ils avaient payée, est hypothéquée. Alors, les langues se délient, cela devait arriver, disent certains, on parle d'un trou d'1 milliard d'anciens francs et l'on avance des noms. Monsieur Fouché, PDG de la Société d'économie mixte de Bolène, ne cache pas que les accusations portent sur des personnalités de la ville. Ce sont des accusations graves. Je peux d'ores et déjà vous donner les chefs d'inculpation que vous allez retrouver dans la plainte que nous allons déposer: abus de biens sociaux, escroquerie, infraction aux lois sur les sociétés. Et à votre avis, derrière ces chefs d'accusation, on retrouve quel nom? Je ne peux pas vous préciser des noms. Ça m'est difficile, vous comprenez, il appartient au juge d'instruction de décider lui-même de communiquer des noms. Pourtant, en ville, surtout dans l'entourage de la nouvelle municipalité, on avance un nom, celui d'Hélène Robert. Hélène Robert a été pendant 26 ans maire de la ville. Communiste, il rompt avec le PC en 1958 et se présente sur une liste sans étiquette. Il est élu. Aux dernières élections, il est en position défavorable au premier tour et ne se représente pas au second. C'est la liste dite apolitique qui l'emporte. Pour M. Robert, la nouvelle municipalité veut le salir. On ne veut que me salir et on veut mélanger la municipalité de Bolène avec le citoyen Blachon. Mais vous étiez l'ami de Blachon. Monsieur, j'étais ami de Blachon comme un maire peut être ami avec un notaire dans un village comme Bolène. Un notaire qui était très actif, qui a été, et qui était à l'époque, une personnalité, je dirais même politique. Est-ce que vous voulez dire par là que toute cette affaire est une affaire politique? L'affaire Blachon est une escroquerie au départ, puisque la presse nous l'a dit. Mais ensuite, alors, monsieur, c'est un règlement de compte politique, un règlement de compte tout court et politique ensuite. On le voit, tout cela est encore bien obscur. En fait, l'affaire de Bolène ne fait que commencer. Dans Télésoir, la suite de cette affaire de Bolène, présentée toujours par Dominique Laury, qui a enquêté sur place. La Louque et d'autres biens de Maurice Chevalier reviendraient à des héritiers assez inattendus du célèbre chanteur. Madame Odette Mélier, qui est la légataire universelle de Maurice Chevalier, avait assisté aux obsèques du chanteur aux côtés de la famille. Il l'avait connue il y a une vingtaine d'années. Elle fut aussi la confidente des derniers mois. Sport, c'est maintenant la saison des compétitions internationales de ski. Il y a donc avantage à s'y intéresser. Sinon, eh bien, en tout cas, c'est en ce moment à Bad Gastein, Michel Drucker, la descente, les épreuves de... Non, plutôt le slalom spécial féminin.
la première manche à Françoise Maky. Oui, je pense que nous allons d'ailleurs voir la première manche de la skieuse française qui retrouvait sa grande rivale, l'Autrichienne Anne-Marie Preul, qui, vous le savez, a gagné la descente hier. Alors si vous voulez bien nous envoyer la première manche de Françoise Maky, et je pense que tout à l'heure, au cours du journal, nous pourrons voir en direct la gagnante, c'est-à-dire la deuxième manche. Voici Françoise Maky. Elle a eu beaucoup de mérite à gagner cette manche dans le brouillard, vous le voyez. Brouillard très épais qui noyait les pistes de Bad Gastein ce matin, 41 portes. Le meilleur temps au moment où Françoise Maky s'était lancée à Parsenay à Rosie Mittermeier, une Allemande avec 36,79. Elle va faire mieux, Françoise Maky, 36,47, soit 32 centièmes de mieux. C'est beaucoup pour les spécialistes, c'est peu bien sûr pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être chronométrés au chronométrage électronique. Voici les dernières portes de Françoise Maky. La deuxième manche commence à l'instant même. J'ai un œil d'ailleurs sur l'écran en direct. Nous y reviendrons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le classement des autres Françaises, voici l'arrivée de Maky. Britt Laforgue est 7e avec 37,30. Florence Thorer 8e. Danielle De Bernard est 9e. Je ne vous parle pas de Michel Jacot, elle n'a pas participé. Elle souffre d'un genou, elle est tombée hier au cours de la descente. Donnez-moi plutôt un résultat en patinage artistique. Oui, pour vous dire que Perra n'a plus aucune chance d'être champion d'Europe. Eh bien, je vous le dis, en effet, il a beaucoup de retard, beaucoup trop de retard sur son grand rival, le Tchèque Nepela. Il n'a plus de chance maintenant. Il concourt pour la deuxième place seulement. L'équipe de France de rugby est en route pour Édimbourg, où elle va rencontrer dans 2 jours le 15 écossais pour le coup d'envoi du fameux tournoi des 5 Nations 72. Les images que vous commentez dès leur départ. Oui, nous allons voir quelques champions français à leur départ. Voici le capitaine Benoît Doga, il est de Mont-de-Marsan, Jean-Pierre Bastia, Jean-Claude Scrella. Vous allez apercevoir Pierre Villepreux aussi, le voici, Jean Triot de Bègle, et puis Bertrand, Jean-Louis Béraud, Jean-Michel Aguirre. Ils sont tous partis il y a 1 heure pour Édimbourg, pour rencontrer demain l'Écosse à Murrayfield. Vous verrez ce reportage en direct sur les 2 chaînes à partir de 15h. Samedi. Après-demain, exactement, oui. Et ce matin, pour se mettre en jambes, ils ont vu sur un magnétoscope leur dernier match contre la Roumanie. Vous avez peut-être raison d'être confiant. Il paraît qu'en 24 ans, ils ont remporté 15 de leurs 25 matchs. Et il y a 2 ans, ils ont gagné à Murrayfield, c'est important. Merci. Voilà au pas de course pour notre journal. Nous nous retrouvons vers 13h30. À tout à l'heure.